La cuisine embaumait le romarin et le beurre noisette, ce mélange si particulier que ma mère avait perfectionné au fil de 40 ans de déjeuners dominicaux. Je me souviens de ce détail avec une clarté cristalline parce que c'est l'odeur d'avant, avant que le monde ne se fracture, avant que je ne comprenne que les liens du sang ne font pas toujours le poids face à la cruauté. J'étais en train de disposer les assiettes à dessert, celles qui coûtent cher avec leur délicat liseré doré qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. Ma fille, Léa, était dans le salon, regardant ma sœur Béatrice l'aider à disposer de petites figurines en porcelaine sur la table basse en acajou. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir leur profil. Les traits anguleux et élégants de Béatrice se penchaient vers le visage plus doux et rond de Léa, toutes deux concentrées sur quelque chose qui serait oublié dès le lendemain matin. Léa adorait sa tante. Ce détail est crucial car il a transformé ce qui allait suivre en quelque chose d'exponentiellement plus douloureux. Nous fêtions l'anniversaire de mariage de mes parents, leur 38e année de vie commune. La maison était pleine de monde, des cousins, leurs enfants, les amis du quartier de mes parents. Le vin coulait à flots, les rires résonnaient dans ces pièces qui avaient été les témoins de décennies d'histoire familiale. Tout était parfait de cette manière qui précède invariablement les catastrophes. J'avais été nerveuse à l'idée de ce dîner, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi sur le moment. Béatrice et moi ne nous étions pas parlé correctement depuis 3 mois, pas depuis l'incident lors du gala de son cabinet d'avocat, où elle avait fait un commentaire cinglant sur mon choix de carrière. Travailler à temps partiel depuis la maison doit être tellement épanouissant pour quelqu'un avec ton niveau d'études, avait-elle dit, sa voix suintant ce poison spécifique qu'elle avait perfectionné en 28 ans de vie en tant que sœur aînée. J'étais parti, mais les mots s'étaient glissés sous ma peau comme des parasites. Notre relation avait toujours été compliquée. Béatrice avait toujours été la brillante, celle qui réussissait, la fille qui faisait dire aux amis de mes parents, « Vos filles sont tellement différentes ». Elle était avocate d'affaires à Paris, tranchante comme du verre brisé, et 2 fois plus dangereuse lorsqu'elle se sentait menacée. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu une menace pour elle, bien que je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne cherchais pas à rivaliser. Je n'avais jamais voulu ce qu'elle possédait. Quand elle était revenue s'installer dans la région l'année dernière, j'avais espéré que les choses s'améliorent. Peut-être que la proximité adoucirait cette rancœur qu'elle nourrissait à mon égard. Peut-être qu'elle finirait par voir que je n'essayais pas de diminuer ses réussites en vivant une vie différente. Au lieu de cela, cela avait produit l'effet inverse. Je tenais encore une assiette à dessert quand c'est arrivé. Béatrice est entrée dans la cuisine avec Léa sur la hanche, les petits bras de ma fille enroulés autour du cou de ma sœur, totalement confiante, totalement vulnérable. Je leur ai souri à toutes les deux. Béatrice a rendu mon sourire, mais c'était différent de tous les sourires que je lui avais connus. C'était le sourire de quelqu'un qui avait pris une décision, le sourire de quelqu'un sur le point de franchir une ligne qu'il ne pourrait plus jamais retraverser. Léa voulait t'aider à apporter les verres à vin, a dit Béatrice en la posant au sol. N'est-ce pas qu'elle est serviable? Tellement serviable, ai-je répondu en tendant la main vers celle de Léa. Viens, ma chérie. On va. C'est à ce moment-là que Béatrice s'est tournée vers le plan de travail où j'avais laissé un verre de Saint-Émilion à moitié plein, le verre que je m'étais servi 30 minutes plus tôt et que j'avais délaissé pour dresser ces maudites assiettes. Tout ce qui a suivi se déroule dans ma mémoire à la fois au ralenti et à la vitesse de l'éclair, ce qui est, je l'ai appris, la façon dont fonctionne un traumatisme. Le cerveau capture les détails avec une précision impossible tout en échouant simultanément à empêcher le désastre. La main de Béatrice se refermant sur le pied du verre, ses yeux rencontrant les miens pendant une fraction de seconde, assez longtemps pour que je voie l'intention écrite clairement dans ses pupilles. Ma bouche s'ouvrant pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais le son voyageant trop lentement dans l'espace entre la compréhension et l'énonciation. Le vin, d'un rouge bordeaux profond, la couleur du sang ancien, décrivant une parabole gracieuse et terrible dans les airs. Le petit corps de ma fille toujours à portée de main. La confusion se lisant sur le visage de Léa avant même que le liquide n'entre en contact avec elle. Le vin s'est déversé directement sur la tête de Léa. Pendant un instant, il n'y a eu aucun son. Le vin coulait sur le petit visage de ma fille, dans ses yeux, trempant sa robe jaune, celle qu'elle avait choisie avec soin le matin même parce qu'elle correspondait à sa saison préférée. L'une de ses petites mains s'est levée instinctivement pour s'essuyer les yeux tandis que l'autre cherchait aveuglément ma direction. Et ce geste, cet appel à l'aide, me hantera pour le reste de ma vie car c'est le dernier geste de pure innocence de ma fille. Mais qu'est-ce que tu, ai-je commencé, faisant un pas vers Léa, la fureur commençant déjà sa floraison violente dans ma poitrine,
mais Béatrice n'avait pas fini. Tout le monde, venez ici, a-t-elle crié, sa voix coupant l'ambiance de la fête comme une lame. J'ai vu les gens émerger du salon, les cousins, mes parents, leurs amis, attirés par quelque chose dans son ton qui suggérait qu'un drame se jouait. Léa pleurait maintenant, confuse et effrayée, cherchant mes bras, et je les serrais contre moi, mes mains tremblant alors que je commençais à essuyer le vin sur son visage avec les manches de mon gilet. Je dois vous dire quelque chose à tous, a annoncé Béatrice, sa voix ferme et soigneusement construite, quelque chose que je brûle de dire depuis des mois. Elle me regardait droit dans les yeux, et il y avait quelque chose de presque satisfait dans son expression, comme si elle était enfin dans une situation qu'elle contrôlait totalement. Cette petite fille, a-t-elle dit en désignant Léa qui sanglotait désormais contre mon épaule, on lui raconte qu'elle est la fille biologique de sa mère, mais j'ai besoin que vous sachiez tous la vérité. Mon estomac s'est changé en pierre. Elle est adoptée, a continué Béatrice, chaque mot étant un couteau soigneusement placé, et cette femme ne le lui a jamais dit, ne lui a jamais expliqué pourquoi elle ne ressemble pas à sa vraie mère, pourquoi elle ne partage pas sa génétique. Alors, Léa grandit en croyant à un mensonge, et quand elle découvrira la vérité, parce qu'elle la découvrira, cela va la détruire. La pièce était devenue totalement silencieuse, ce genre de silence lourd et physique qui pèse sur tout le monde simultanément. Je pouvais sentir chaque regard passer de moi à Léa, puis à Béatrice, guettant les réactions, interprétant chaque mouvement. Mais Béatrice n'avait pas fini. Elle s'est tournée directement vers Léa, et j'ai vu ce qui allait se passer une fraction de seconde avant que cela n'arrive, sans pouvoir l'empêcher. Et cette impuissance est une chose que je ne me pardonnerai jamais. Personne ne t'aime vraiment, a dit ma sœur à ma fille de 6 ans, sa voix calibrée pour porter dans toute la pièce, personne ne t'aime vraiment parce que tu es adopté. Tu n'appartiens à personne. Tu n'es pas vraiment aimé. Le visage de Léa s'est décomposé. J'ai senti son corps se raidir de confusion et de peur, j'ai senti ses larmes redoubler, j'ai entendu sa petite voix commencer à demander « Maman », d'un ton que je ne lui avais jamais entendu, un ton qui suggérait que le sol sous ses pieds venait de se fracturer. La pièce était toujours silencieuse, mais c'était un silence différent maintenant. C'était le silence de témoins qui n'arrivaient pas à croire ce qu'ils venaient d'entendre. Ma mère avait la main sur la bouche. Mon père fixait Béatrice comme si elle s'était soudainement transformée en une étrangère. Plusieurs cousins échangeaient des regards suggérant que cela venait de franchir une ligne invisible, passant du drame familial à quelque chose de beaucoup plus sombre, et j'ai senti quelque chose en moi, quelque chose qui avait été soigneusement contenu et géré pendant 34 ans. Se briser enfin. Je me suis levé lentement. Ma fille était toujours contre mon épaule, mais je bougeais avec précaution, délibérément, consciente que chaque personne dans cette pièce attendait de voir ce que j'allais faire. La partie de moi qui s'était toujours souciée des convenances, de ne pas faire de esclandre, de maintenir la paix, cette partie de moi hurlait, mais je l'ai ignorée. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai dit qu'un seul mot, félicitations. Le visage de Béatrice est devenu inexpressif, ce que j'aurais dû anticiper, mais ce vide n'a duré qu'une fraction de seconde avant que toute autre chose ne prenne le dessus. Son expression est passée par la confusion, puis la compréhension, puis une panique absolue en l'espace de 2 secondes. Quoi, a-t-elle commencé, mais j'ai continué, ma voix étant d'un calme qui me surprenait moi-même. J'aurais dû savoir que tu finirais par lui dire la vérité. J'avais d'ailleurs prévu de le faire moi-même, Béatrice. J'allais dire à Léa qu'elle est adoptée quand elle serait assez grande pour comprendre, d'une manière qui ait du sens, avec amour et contexte. Et la compréhension que l'adoption est une chose magnifique. Ma mère, la femme qui m'a élevé, ai-je dit en désignant ma mère qui me regardait avec une expression de confusion totale, n'est pas ma mère biologique. Mon père n'est pas mon père biologique. Ils m'ont adopté quand j'avais 3 jours, et je ne suis pas traumatisé par ce fait. Je ne suis pas brisé par cela. Je leur en suis reconnaissante parce qu'être choisi signifie énormément pour moi. La main de Béatrice a commencé à trembler. Ce que je n'avais pas prévu de lui dire, ai-je continué, c'est que sa tante est une personne capable de détruire délibérément un enfant pour blesser sa mère. Je n'avais pas prévu de lui dire que les parents biologiques versent parfois du vin sur votre tête pour prouver un point. Je n'avais pas prévu qu'elle apprenne qu'être voulu et aimé, vraiment voulu, vraiment choisi, n'est pas quelque chose qui peut toujours être garanti dans ce monde, même par le sang. Ma mère a laissé échapper un petit son, entre un hoquet et un sanglot. Tu vois, ai-je dit, et maintenant je pouvais entendre le tremblement dans ma voix, la rage à peine contenue sous un vernis de sang-froid.
Je pense que ce que tu as fait ici a révélé par inadvertance quelque chose de très important. Léa, cette petite fille que tu viens d'essayer de dévaster, elle est venue à nous par l'adoption. Nous avons attendu 3 ans avant de la tenir dans nos bras. Nous avons dépensé de l'argent, du temps et une énergie émotionnelle folle pour les papiers, les visites à domicile, les entretiens. Nous nous sommes battus pour elle. Chaque jour de sa vie a été désiré et intentionnel. Elle existe parce que nous l'avons choisie, Béatrice. Nous l'avons choisie. J'ai marqué une pause, et j'ai laissé cette déclaration flotter dans l'air comme un objet physique. Et puis tu as essayé d'utiliser cela contre elle. Tu as essayé de transformer en arme le fait que je l'aime assez pour avoir traversé l'enfer pour l'avoir, et tu l'as fait devant des témoins, ce qui est la seule chose qui me surprenne vraiment. La plupart des gens auraient la décence de détruire quelqu'un en privé. La bouche de Béatrice s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Je l'ai regardée essayer de formuler une réponse, d'essayer de sauver la situation, d'essayer de justifier ce qu'elle avait fait. Je l'ai regardée réaliser que chaque personne dans cette pièce la regardait maintenant comme si elle était contagieuse. Je voulais juste, a-t-elle commencé? Pleurer, ai-je terminé? Hurler? Paniquer? Oui, je vois que ça commence. Tu dois réaliser quelque chose en ce moment même, quelque chose d'important. Quoi, a-t-elle chuchoté? Et j'ai réalisé avec une sorte de satisfaction glaciale qu'elle avait peur, elle n'était pas embarrassée ou sur la défensive, elle avait peur. J'ai fait un pas vers elle, une main toujours fermement posée sur Léa, ma voix baissant d'un ton pour devenir quelque chose de plus calme mais de bien plus terrible qu'un cri. Que chaque personne dans cette pièce sait maintenant exactement qui tu es, et ils ne pourront pas l'oublier. Ils ne peuvent pas effacer ce que tu as dit à un enfant. Ils ne peuvent pas effacer l'image de toi versant du vin sur sa tête. Les masques que nous portons, Béatrice, les versions acceptables de nous-mêmes que nous montrons au monde, le tien vient de tomber. Et contrairement au vin, tu ne vas pas pouvoir l'essuyer. C'est laquelle a commencé à hurler. Ce n'était pas un mot, ni même un son cohérent. C'était un bruit brut, sans parole, de panique et de désespoir qui a semblé surprendre tout le monde, y compris Béatrice elle-même. Elle s'est précipitée vers la porte de la cuisine, cherchant peut-être à échapper au poids du regard de chaque témoin, espérant peut-être qu'en quittant la pièce, elle annulerait ce qui avait été dit. Mon cousin Mathieu s'est d'ailleurs écarté pour la laisser passer, ce qui a rendu le moment encore plus cinglant. Même lui ne chercherait pas à l'arrêter. J'ai entendu sa voiture démarrer 30 secondes plus tard, je l'ai entendu quitter le trottoir avec des pneus qui ont crissé contre l'asphalte. Le silence qui a suivi était total et absolu. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. La fête de famille, l'anniversaire de mariage de mes parents, s'était transformé en toute autre chose. Un moment où chacun dans la pièce avait été témoin de la déchirure de quelque chose qui ne pourrait plus jamais être recousu. Ma mère a bougé la première, traversant la cuisine et prenant Léa de mes bras pour la serrer dans les siens. Ma fille pleurait encore, toujours confuse, mais elle a accepté le réconfort de l'étreinte de sa grand-mère avec l'aisance naturelle d'un enfant qui se sait aimer. Elle a tort, a dit ma mère à Léa, sa voix épaisse d'émotion. Elle a tort sur toute la ligne. Tu es tellement aimée, ma chérie. Tu es tellement désirée. Chaque instant de ta vie a été choisi et célébré. Mon père s'est approché et a enroulé ses bras autour d'elle deux. Et j'ai regardé ma fille de 6 ans, ma fille choisie, ma fille pour laquelle je m'étais battu, ma fille qui grandirait en sachant que l'amour n'est pas toujours biologique, commencer à s'apaiser dans la sécurité de cette étreinte. Une de mes cousines, Marie, a posé une main sur mon épaule. C'était, a-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée, n'ayant pas les mots nécessaires. La fin d'une époque, ai-je terminé pour elle. Le reste de la soirée s'est dissous dans une sorte de pilotage automatique engourdi. Les gens ont aidé à ranger. Les gens ont offert des mots de soutien discrets. Les gens évitaient de prononcer le nom de Béatrice ou de reconnaître ce qui s'était passé avec trop de franchise, comme si, en n'en parlant pas explicitement, ils pouvaient d'une manière ou d'une autre minimiser les dégâts. Mais je savais à quoi m'en tenir. Ce que Béatrice avait fait, ce qu'elle avait fait si soigneusement, si délibérément, avait franchi une ligne. Et elle allait découvrir ce qui arrive quand on utilise un enfant comme arme contre sa mère. Parce que je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas accepter d'excuses, ni pardonner un égarement momentané, ni prétendre qu'il ne s'agissait que d'une dispute familiale que le temps guérirait. Le lendemain matin, j'ai contacté un avocat.
J'ai demandé une ordonnance de protection contre ma sœur. J'ai documenté tout ce qu'elle m'avait dit par le passé et qui relevait de la violence psychologique, chaque affront, chaque remarque cinglante. J'ai contacté son cabinet et je leur ai fourni des informations détaillées sur son instabilité psychologique et ses comportements. Je n'ai pas fait cela pour la détruire, bien que ce fût un bénéfice secondaire. Je l'ai fait parce que j'avais besoin qu'elle comprenne qu'on ne verse pas de vin sur un enfant en le traitant de moins que rien devant témoin pour ensuite s'en aller tranquillement. On ne peut pas utiliser l'amour comme une arme et s'attendre à ce qu'il n'y ait aucune conséquence. On ne franchit pas cette ligne sans en ressortir changé. Léa a guéri, comme les enfants le font souvent. Dès la semaine suivante, elle posait des questions sur l'adoption, et mon mari et moi y avons répondu avec une honnêteté et un amour adapté à son âge. Elle a appris qu'elle avait été choisie, voulue et qu'on s'était battu pour elle. Elle a appris que sa tante avait été cruelle, que certaines personnes blessent les autres quand elles souffrent elles-mêmes, et que cela ne changeait rien à la vérité fondamentale de son existence, elle est aimée. Mais Béatrice n'a pas guéri. Au cours des 6 mois suivants, elle a perdu son emploi. L'ordonnance de protection l'empêchait de s'approcher de nous, et les documents que j'avais fournis à son cabinet, combinés à quelques conversations bien choisies avec des personnes ayant été témoins de son comportement au fil des ans, ont conduit à son licenciement discret. Sa réputation dans les milieux juridiques parisiens, soigneusement cultivée pendant des années, s'est effondrée avec une vitesse stupéfiante. Elle a déménagé. Je ne sais pas où. Je ne m'en soucie pas particulièrement. Ce que je sais, c'est ceci, j'ai enfin compris ce qui m'avait fait peur pendant si longtemps. J'avais eu peur du jugement de Béatrice, de son opinion sur mes choix, de sa désapprobation influençant la façon dont les autres me percevaient. Mais voir le vin couler sur la tête de ma fille avait brûlé cette peur comme de l'acide. Cela avait révélé que son opinion était basée sur la cruauté, non sur la clairvoyance, que son jugement venait d'un endroit profondément brisé. Et on m'avait donné un choix dans ce moment de silence après ces paroles terribles. J'aurais pu absorber son attaque discrètement, comme j'en avais absorbé tant d'autres. J'aurais pu essayer d'arranger les choses, de m'excuser de l'avoir fait se sentir en compétition avec moi, d'accepter la responsabilité de sa souffrance. Ou je pouvais me lever et nommer ce qui venait de se passer pour ce que c'était, un acte de cruauté impardonnable envers un enfant. J'ai choisi la seconde voie, et je ne l'ai pas regretté une seule seconde. Léa a 9 ans maintenant. Elle est en CM1, adore les mathématiques et le dessin avec la même passion, et c'est probablement la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle ne se souvient pas de grand-chose de cette soirée. L'esprit est clément avec les traumatismes, surtout quand les enfants sont jeunes. Mais elle connaît l'histoire. Elle sait que sa tante a dit quelque chose de cruel et que sa mère a répondu. Elle sait qu'être adopté est une chose magnifique et que le véritable amour n'est pas une question de biologie. C'est le fait de choisir quelqu'un et de continuer à le choisir chaque jour. Elle sait aussi que les actes ont des conséquences, qu'on ne peut pas blesser les gens, surtout les enfants, sans que le monde ne finisse par vous demander des comptes. Que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de simplement prononcer un mot qui nomme la vérité. Félicitations, Béatrice. Tu m'as montré qui tu étais vraiment, et tu l'as montré au monde entier aussi.